Paris, 2016. Après avoir été entendu pendant 12 heures par la justice, Nicolas Sarkozy est mis en examen, soupçonné d'avoir participé au financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. L'ancien président accuse le coup, mais ne vacille pas. Et tournant le dos aux oiseaux de mauvais augure, le voilà qui continue comme si de rien n'était son bonhomme de chemin, entre selfie et dédicaces. Étrange Nicolas Sarkozy, à qui ses adversaires de gauche comme de droite prédisent désormais le pire, et notamment la prison, comme s'il était devenu quantité négligeable. C'est pourtant lui, et pas un autre, qui a profondément changé la façon de gouverner en France. C'est pourtant lui, et pas un autre, qui a imposé à la quasi-totalité de la classe politique un vocabulaire et des thèmes qui jusque-là étaient proscrits. C'est pourtant lui, et pas un autre, qui incarne le mieux la victoire idéologique de la droite. Et c'est justement ce qui m'a donné envie de faire ce film. Comprendre quel désir l'anime depuis tant d'années et quelle logique il a suivi pour transformer à ce point le visage de la France. Nicolas Sarkozy, à Neuilly, mais 33 ans plus tôt. Monsieur Devaquer a voté. Filmé par la caméra d'un amateur, il attend de savoir si les dieux de la politique lui seront favorables. Son air sage ne trompe personne. À 28 ans, il risque déjà son va-tout. Trahissant la confiance de son mentor, Charles Pasqua, et contre l'avis unanime de tous les dirigeants de son propre parti, le RPR, il a décidé de s'emparer de la mairie de Neuilly, dont le maire vient de mourir brusquement. À la différence de tous les hommes politiques de sa génération, qui ont gagné leur premier galon en se montrant bien sages, Nicolas Sarkozy, lui, tente un véritable coup d'État. Quand il a décidé d'être candidat, il a un peu scotché sa famille, moi-même et un certain nombre d'autres amis très proches, parce que ça nous paraissait très audacieux. Mais c'est un audacieux réfléchi. Et donc, oui, il y avait l'audace, mais il y avait aussi le résultat d'une réflexion. Il a pensé que c'était possible. La genèse même du sarkozysme, c'est une forme de violence politique assumée. Et la façon dont Nicolas Sarkozy conquiert la mairie de Neuilly, alors qu'elle était promise à Charles Pasqua, lequel était arrêté, était à l'hôpital à ce moment-là, et pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy est supposé démarcher chacun des conseils municipaux au profit de Charles Pasqua, et il va les retourner un par un à son propre profit. Il y avait une atmosphère à la mairie de Neuilly qui était une atmosphère incroyable, à la fois d'inquiétude, de pression, de tension aussi. Le vote a lieu, le public comptait les voix une par une, 1, 2, 3, 4, je crois qu'à l'époque il devait y avoir, la majorité devait être de 25 ou 26 voix, et Nicolas Sarkozy l'emporte. Tout de suite, j'ai senti une vitalité exceptionnelle chez ce bonhomme qui venait de poignarder dans le dos Charles Pasqua et qui n'avait absolument aucun regret, aucune culpabilité d'avoir dépossédé l'ancien. Et lui, il me racontait comment il avait été chercher les voix des responsables de Neuilly, il me disait-il, à la fourchette à escargot. C'était la première fois que publiquement la transgression était là. À 28 ans, on n'est pas naturellement maire de Neuilly. C'est pas la ville la plus jeune de la République et c'est pas la ville où un type de 28 ans pouvait être maire facilement. Il n'a pas hésité, il y est allé contre un monstre sacré du RPR, contre les autorités du RPR, qui lui disaient « Si tu arrives à gagner, c'est très bien pour toi, mais ton avenir politique, il est derrière toi. C'est terminé. Tu ne seras jamais député, tu ne feras jamais rien, on va s'occuper de toi. » Il n'a pas hésité, il y est allé, il a gagné. En fait, déterminé et sans état d'âme, Nicolas Sarkozy l'était depuis longtemps, sans doute même depuis toujours. Étudiant à Nanterre, il avait adhéré au parti de Jacques Chirac, qui s'appelait encore l'UDR, et lors de sa première apparition à la télévision,
à 20 ans, il témoignait déjà d'un bagout et d'un aplomb qui n'allaient plus jamais se démentir. Nicolas, tu as 20 ans, tu es étudiant à Nanterre. Pourquoi es-tu à l'UDR? Oui, bien, je suis à l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je suis à l'UDR. Pourquoi? Je voulais participer à l'effort de construction de la société de demain, parce que j'estimais que nous ayant donné le droit de vote, nous les jeunes, nous n'avions pas le droit de participer à la construction de cette société où nous allons vivre. Et puis à l'UDR, on m'a pas désigné un ennemi tout fait, on ne m'a pas dit la vérité est une, et c'est nous qui l'avons. On m'a simplement dit que pour construire cette société de demain, il fallait l'effort de tous et la participation de tous. Voilà pourquoi je suis UDR. Mais la politique, Nicolas Sarkozy ne l'imaginait pas seulement derrière un micro. Il voulait militer sur le terrain, coller des affiches, faire du porte-à-porte, et il lui arrivait même parfois de faire le coup de poing. Je présidais un syndicat étudiant proche des gaullistes, et c'était une période un peu mouvementée. Et Nicolas Sarkozy est arrivé au siège, chemise déchirée, une chemise blanche, je m'en souviens encore, déchirée. Et en fait, il y avait eu des bagarres à Nanterre, à la fac de droit, et des militants d'extrême gauche s'en étaient pris à Nicolas Sarkozy, qui était déjà un responsable UDR jeune à l'époque et connu comme tel. Bonjour, je voudrais au nom des jeunes UDR vous souhaiter la bienvenue en France d'abord, et puis aussi vous montrer qu'on peut avoir moins de 20 ans, qu'on peut avoir 18-20 ans, être lycéen et être fidèle à la pensée du général de Gaulle. Alors nous sommes là pour essayer de répondre à vos questions, c'est ce qu'on va essayer de faire le plus sympathiquement et le plus sincèrement possible surtout. Il y avait déjà le côté fonceur, extraordinairement dynamique, que rien n'assomme. Il était le chef de meute, c'est pas la peine de se raconter d'histoire. Nous étions là, mais c'était lui qui en réalité était le leader. Ce leader, ce chef de meute, Jacques Chirac, qui est alors le dirigeant le plus emblématique de la droite française, n'est pas très long à le remarquer. Son ambition lui plaît, et bien sûr sa jeunesse qui tranche avec le look habituel des notables gaullistes. Dès 1975, il offre à Nicolas Sarkozy ses premières tribunes. Et celui-ci, ravi de taper à bras raccourcis sur la majorité, regroupée autour du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, que les Chiraciens détestent, peut dès lors se livrer à ce qui deviendra l'un de ses arts préférés, la déclamation. Peu importe que nous soyons ou non dans la majorité, qu'on nous y accepte ou qu'on nous y... Les sorties répétées de Nicolas Sarkozy en banlieue finissent par devenir des opérations commando, où aux éructations du ministre répondent jets de pierre et insultes, quelques dizaines de jeunes s'empressant aimablement de venir confirmer devant les caméras leur mauvaise réputation. Et Nicolas Sarkozy, ravi de voir la banlieue se caricaturer ainsi devant les médias, de relancer de plus belle les polémiques par de nouvelles invectives. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Il était ministre de l'Intérieur, il répondait à une personne, une femme qu'il interpellait depuis les fenêtres de son immeuble, dans un quartier qui était traumatisé, où trafiquants de drogue imposaient une loi qui n'est pas celle de la République. Je ne vois pas pourquoi ce débat polémique a pris cette ampleur, cette force. Je crois que dans une société aussi, le discours aseptisé, c'est pas celui de nos concitoyens. Alors, bien entendu, il faut prendre la part des choses, mais quelque part, exprimer avec sincérité ce qu'on ressent, on n'est pas des robots, voilà. Ces racailles, là, vous voulez qu'on vous en débarrasse? Eh bien, on va vous en débarrasser. Après tout, il aurait pu dire, madame, on va s'en occuper. Dans cette école, dans ce quartier, il y a 45 élèves par classe. Le centre social a été fermé il y a 2 ans. On va s'en occuper de ces enfants. On va les éduquer, on va les élever. Non, on va vous en débarrasser. La suite des événements fut incroyable. 24 heures seulement après la promesse faite par Nicolas Sarkozy de mettre au pas la racaille, la mort de 2 adolescents électrocutés dans l'enceinte d'un groupe électrique alors qu'ils cherchaient à échapper à un contrôle de police allait produire l'effet exactement inverse. 3 semaines d'émeutes incontrôlables. Toujours, au début, il y a ces voitures incendiées. Barricades de flammes qui attirent les escouades de CRS dans le piège des échauffourées. Écoles vandalisées, bureaux saccagés, bibliothèques ravagées, ces émeutes donnent de la France l'image d'un pays en guerre civile. Presque toutes les nuits, Nicolas Sarkozy est sur place, dirigeant lui-même les opérations.
mais à aucun moment ne semble lui venir à l'esprit qu'il a peut-être contribué par ses rodomontades à cette situation inédite, et qu'en tout cas, il est difficile de porter un tel déchaînement de violence au crédit d'un ministre de l'Intérieur qui s'affirmait capable, ô combien mieux que ses prédécesseurs, de faire régner l'ordre. Des années plus tard, dans son livre « La France pour la vie », où il multipliera les regrets, Nicolas Sarkozy n'en formulera d'ailleurs aucun sur ses propres interventions en banlieue, se contentant de rappeler que tout au long de cette interminable crise, personne, fort heureusement, ne fut tué. Il faut dire qu'à l'époque, juste après les émeutes, un sondage avait indiqué que le ministre recueillait 63% d'opinions favorables. Ainsi canonisé, pourquoi diable se serait-il remis en cause? Même si le nombre de ses détracteurs augmente avec le temps, et qu'à son nom est souvent accolé le qualificatif peu flatteur de liberticide, Nicolas Sarkozy savoure donc sa popularité. Elle est d'autant plus grande que le ministre de l'Intérieur a en permanence deux fers au feu, la fermeté d'une part, la compassion de l'autre. On ne peut plus aborder la politique comme on pouvait l'aborder il y a une vingtaine d'années. Un chef de l'État, un ministre, un responsable politique qui ne réagit pas immédiatement face à une catastrophe, face à une difficulté, on va se poser la question de savoir où est-ce qu'il est. Nicolas Sarkozy a sans doute été l'un des premiers à être face à ce dilemme-là. C'est une vision du ministère de l'Intérieur qu'il aura, lui, transformé, qu'aura aussi transformé le ministère de l'Intérieur, et habitué à l'idée que réagir émotionnellement à tout, c'est la bonne manière de faire. Portée par 6 collègues, la dépouille du gendarme est arrivée peu après 10 heures à la caserne de gendarmerie de Lorient. Près de la famille se tenaient les 2 autres gendarmes présents lors de l'accident. Pour le ministre de l'Intérieur, cette cérémonie a été aussi l'occasion de rappeler que la lutte contre la délinquance routière ne se relâchera pas. Ce jeune gendarme de 25 ans mort, je devrais dire assassiné, ne doit pas être mort pour rien. Le massacre des routes, l'attitude irresponsable d'un certain nombre d'individus. Tout ceci n'est plus tolérable et ne sera plus toléré. Dorénavant, on considère que de la politique sans émotion, c'est de la fausseté, c'est de l'hypocrisie. Et donc, les gens qui font de l'action politique publique sont priés de faire démarrer tout discours par de l'émotion. Communicant virtuose de son action politique, Nicolas Sarkozy l'était également de sa vie privée, mettant en scène son couple, sa famille, comme l'avait fait 40 ans plus tôt John Fitzgerald Kennedy, avec sa femme Jackie et leur petit John John. Quand il s'installe place Beauvau en 2002, il s'installe avec son épouse Cécilia Sarkozy à l'époque, qu'il montre beaucoup, qu'il affiche beaucoup à ses côtés. Quand des journalistes viennent place Beauvau, ils rencontrent toujours le couple est tout le temps ensemble, et ça participe de la mise en scène. Cette mise en scène, elle va être aussi médiatique, on va les voir s'étaler dans les journaux, et ça va participer aussi de l'ascension de Sarkozy jusqu'en 2007. Et là-dessus aussi, c'était en France en tout cas, un pionnier, où il faisait tomber une nouvelle barrière. Moi, je me souviens de déjeuner de groupes de journalistes avec le ministre de l'Intérieur, place Beauvau. Il y avait systématiquement Cécilia Sarkozy qui était à table, voilà, avec 6-7 journalistes et Nicolas Sarkozy. Et la cerise sur le gâteau, si je veux dire, c'était que vers le café, on entendait gambader dans le couloir, comme par hasard, le petit Louis, à l'époque, qui était bien jeune, qui jaillissait et qui venait sauter sur les genoux de papa, maman. Et évidemment, papa et maman étaient extrêmement fiers de présenter le petit Louis aux journalistes présents. Pour Cécilia et Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de frontière vie publique, vie privée. Il n'y a pas d'heure de visite non plus pour Louis, leur petit garçon de 5 ans. Les bureaux de ses parents font partie de son univers et il bouscule les repères officiels et le protocole. Allez, voilà. Non, je suis Premier ministre. Et comme on pouvait s'y attendre, la femme du premier flic de France paye aussi de sa personne et va sur le terrain réconforter les troupes.
extrêmement rapide, bien entendu, mais c'est également la réalité. Merci messieurs. C'était formidable, bravo. Bravo pour tout ce que vous faites, très très bien. Merci à vous pour cette démonstration et bon courage. Bravo. Épaulé par Cécilia et peaufinant au ministère de l'Intérieur sa stature d'homme d'État du XXIe siècle, Nicolas Sarkozy devient pour la classe dominante, à qui il s'était imposé jeune homme à Neuilly, le présidentiable légitime. Pour moi, il est le fondé de pouvoir de ce monde-là. Et ce qui fera sa légitimité et son succès dans un premier temps, c'est que ce monde-là, qui a des intérêts à défendre, va investir sur Sarkozy. Et va investir sur son énergie, sur son talent, sur sa capacité de mise en scène. Talent et mise en scène qui contribueront grandement à son succès lors de la campagne présidentielle de 2007 et qu'il peut déjà rôder en se créant une véritable machine de guerre, l'UMP, nouveau parti de droite qui succède au RPR. La superproduction en version extra large s'est jouée à guichet fermé. La scénographie millimétrée dans les moindres détails. Pour ce congrès, tout a été construit autour et pour Nicolas Sarkozy. Même la Marseillaise est relookée, interprétée par 2 chanteuses en vogue. Dans le Sarko Show, tout a été revu, tout a été corrigé. Et arrive enfin, à la veille de son 52e anniversaire, la campagne présidentielle qui l'opposera à Ségolène Royal. Une apothéose dont les journalistes vont être les témoins, on dira même parfois les complices, et que les photos d'une conférence de presse improvisée à Marseille illustreront à merveille. À ce moment-là, il est au centre de l'attention du paysage politico-médiatique. Il n'y a que lui qui fait vendre, il n'y a que lui qui intéresse nos rédactions. Et voilà, cette photo a été mythique parce qu'elle a, à un moment donné, illustré cette capacité qu'il a eue d'électriser le monde médiatique. Parce qu'il joue sur cette connivence, il joue sur cette espèce de connivence feinte. C'est-à-dire, lui est dans une relation avec nous assez potache, assez détendue, pour faire tomber les barrières. Mais en tant que journaliste, j'ai jamais pensé qu'elles étaient tombées, les barrières. En tout cas, cette photo est devenue quasiment un événement de campagne. Elle raconte ce que c'était à l'époque Nicolas Sarkozy. C'était un élu qui faisait vendre du papier, qui faisait de l'audience, qui racontait des histoires, qui nourrissait la machine de manière, la bête même, médiatique, de manière considérable. Ah, si l'expression culte de la personnalité n'avait pas connu ses heures de gloire dans des régimes autrement moins démocratiques que la Ve République, on aurait pu l'utiliser pour décrire la ferveur que Nicolas Sarkozy réussit alors à susciter et bien au-delà de ses propres militants. Elle était magnifique, cette élection, parce que pour la première fois, les promesses, c'était pas juste des promesses d'une famille politique, d'un moment, c'était des promesses d'un homme. Il n'arrêtait pas de faire des coups de menton, de transgresser, de dire « je peux ». Il ne nous a pas donné une direction en 2007. Il n'a pas dit « je vais aller dans cette direction politique ». Il a dit « tout est possible ». C'est pour lui que réellement les Français ont voté, pour ce souffle qu'il incarnait lui, plus que pour quelques propositions. Vous vous en souvenez, vous, du vrai programme de Nicolas Sarkozy? Sur quoi il a gagné, Nicolas Sarkozy? Il a gagné sur une seule promesse qui est « je vais y arriver, je vais vous réveiller et je vais faire autrement ». La gauche, ils viennent pas voir les travailleurs. Moi, je veux les voir, je veux être le porte-parole de la France du travail. Pour faire autrement, Nicolas Sarkozy commence par braconner sur les terres traditionnelles de la gauche, inventant la France qui se lève tôt et qui veut gagner plus. Quand on n'a pas de quoi payer les vacances à ses enfants, et qu'on n'a pas de quoi emmener sa femme en week-end, le problème, c'est pas celui des RTT. Le problème, c'est celui de la feuille de paye. Je veux une révolution économique dans notre pays. Je veux que celui qui travaille plus, il ait plus dans le portefeuille à la fin du mois. Mais tout en se faisant le porte-parole autoproclamé de la classe ouvrière, Nicolas Sarkozy chasse bien davantage sur les terres de l'extrême droite, imposant comme pertinents des thèmes qui jusque-là étaient rejetés par la droite républicaine.
Il considérait notamment qu'il y avait un gros problème qui était posé par l'émergence du Front National et que le fait que le Front National dise un certain nombre de choses ne pouvait pas être considéré comme la spécialité du Front National. Si on ne peut même pas dire que dans nos quartiers, il y a une population récemment française et que le nombre de cette population a créé des problèmes d'intégration qui fait que le pacte républicain menace d'exploser, il n'y a aucune chance qu'on résolve le problème. Il y a un lien quand même. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, un thème abordé par le FN devenait un thème que plus personne dans la classe politique n'avait le droit de traiter. Donc, les problématiques de l'Europe abordées par le FN, on n'en parle pas. Les problématiques de l'immigration abordées par le FN, on n'en parle pas. La question de la sécurité, non-sujet. C'est mortifère. Parce que pourquoi est-ce que les gens se tournent vers le FN? Ils se tournent vers le FN parce qu'ils ont l'impression que des problèmes auxquels eux sont confrontés dans leur vie quotidienne, plus personne n'en parle. Je rappelle quand même ce point qui est un point de réflexion qu'on devrait tous avoir. Le seul moment où le FN a reculé, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Ils votent pour Le Pen, pourquoi? Parce qu'ils pensent que nous autres, les responsables politiques républicains, on ne parle pas de leurs problèmes. On ne s'occupe pas d'eux. Et qu'est-ce qui fait peut-être ma différence depuis tant d'années? C'est qu'il y a un certain nombre de gens très modestes qui se disent « Enfin, il y en a un qui peut-être nous a compris et qui tient ses engagements ». Personne n'est obligé, je répète, d'habiter en France. Mais quand on habite en France, on respecte ses règles. On n'est pas polygame, on ne pratique pas l'excision sur ses filles, on n'égorge pas le mouton dans son appartement, on aime la France et on la respecte. Désagréable usage du pronom personnel « on », véhiculant la condescendance, sinon le mépris. Image d'horreur stigmatisant les barbares qui viendraient jusque dans nos bras exciser nos filles et nos compagnes et remplir nos baignoires du sang de leurs victimes expiatoires. Écumant la gauche tout en dépouillant l'extrême droite, faisant reculer le Front National, certes, mais en légitimant ses haines, il était clair que la campagne de l'ancien ministre de l'Intérieur ferait feu de tout bois. Du coup, à force de dire tout haut ce que la majorité des Français étaient supposés penser tout bas, Nicolas Sarkozy finit par céder au charme d'une sirène qu'une partie de son propre entourage considérait pourtant comme infréquentable. Patrick Buisson, chantre de l'extrême droite, ancien directeur de la rédaction de Minute, journal dont Pierre Desproges disait, évoquant Jean-Paul Sartre, qu'il donnait à la fois la nausée et les mains sales. Tout en restant dans l'ombre, Buisson va donner à la campagne de Nicolas Sarkozy un véritable coup de fouet, en multipliant les trouvailles et en imaginant notamment un ministère à même de réjouir les lepénistes les plus enragés. Au pied de la Croix de Lorraine, Nicolas Sarkozy s'affiche en patriote. Un lieu idéal pour défendre son projet qui fait polémique, créer un grand ministère de l'immigration et de l'unité nationale, deux mots étrangement liés. Comment peut-on intégrer des gens qui vont nous rejoindre si on ne leur dit pas qui nous sommes, ce que c'est que la France, quelles sont nos valeurs? Mais c'est notre devoir de le dire. Mars 2007, coup de théâtre, Bayrou s'envole dans les sondages. 18%, 21% dans certains coins. Les troupes de l'UMP s'en vont chez Bayrou. Et là, il y a un sentiment de désarroi. Et c'est là où, tel un cycliste épuisé, il va chercher de l'EPO chez le docteur Buisson. Et qu'est-ce qu'il invente? Il invente le ministère de l'identité nationale. J'ai envoyé un affolement. J'ai prononcé le mot identité nationale. C'est pas seulement pour choquer le bourgeois, hein, c'est parce qu'il sait que ce thème gagne au sein de la population et surtout au sein des électeurs de droite qui sont de plus en plus attirés par l'extrême droite. Au fond, Patrick Buisson représentait ça. Il représentait cette possibilité de faire le pont et de ramener vers la droite traditionnelle, dite de gouvernement, un électorat. En ressortant l'un des thèmes sur lesquels il a bâti sa popularité, l'immigration, le candidat UMP espère occuper le maximum d'espace à droite, de quoi lui garantir d'accéder au second tour. L'histoire de la France nous a appris qu'il ne fallait pas mélanger les questions d'identité nationale avec d'autres questions qui tiennent à l'origine. Pourquoi rapprocher immigration et identité nationale? Je pense qu'il y a là, dans l'usage des mots, dans l'instrumentalisation du vocabulaire, un clin d'œil à l'égard des thèses du Front National et de l'extrême droite. C'est un rapport avec l'interdit. L'interdit, c'est Patrick Buisson. L'interdit, c'est le populisme. L'interdit, c'est de jouer avec le cortex national sur des choses limites. Le racisme, l'étranger, les assistés, etc. Donc se construit un discours non conforme.
Non conforme, mais oui. Nicolas Sarkozy était allé jusqu'au bout de son non-conformisme, de cette insolence qu'il affichait si fièrement lors de son élection à la mairie de Neuilly en 1983. Et au bout, pour devenir président de la République, il avait fait ce qu'il fallait, sans état d'âme. Il avait cité Jaurès, évoqué le Front populaire, rendu hommage à Blum, et dans le même temps, il avait encouragé chez les Français ces pulsions noires qu'à intervalles réguliers, certains s'efforcent de réveiller en eux pour le pire. Quand le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy fut élu, il ne dissimula pas sa joie d'avoir battu Ségolène Royal, mais il ne cacha pas non plus qu'il était fourbu et crotté. Parce que la bataille avait été rude, bien sûr, et que Cécilia s'éloignait de lui au moment même où tous les deux avaient réussi leur pari. Mais aussi, sans doute, parce que trop de boue et de haine avaient été soulevés tout au long de cette campagne. Un purgatoire avant l'Élysée. Voilà ce qu'il lui fallait maintenant pour se refaire une virginité. Nous l'avions convaincu qu'au soir de l'élection, il devait aller dans un monastère et disparaître 3 jours. Je vais me donner au peuple et je passe par un sas de silence et de purification. C'est peut-être un peu grandiloquent, mais ce serait partir ainsi, sans photographe, avant de prendre ses fonctions. Eh bien, c'était vendu, et puis ça s'est terminé comment? Alors qu'il savait que c'était une bonne solution, un bon passage, ça s'est terminé dans la soirée du Fouquet's. 21h, Nicolas Sarkozy s'offre un bain de foule dans la rue. Les journalistes pensent qu'il rejoint la place de la Concorde où est organisé un grand concert pour fêter sa victoire. Mais non, il se dirige vers le Fouquet's, un des restaurants qui symbolise à Paris l'opulence et où Cécilia a réuni leurs amis, industriels, patrons de presse, vedettes du showbiz, loin, très loin du monastère. C'est le Sarkozy qui en a bavé pour arriver à ce niveau-là, qui s'est battu toute sa vie politique pour être dans le palais de l'Élysée et qui à un moment dit « Oh, je vais profiter, quoi. J'y suis, ça y est, ça a été dur, ça a été long. Voilà, vous pouvez raconter ce que vous voulez, maintenant je suis président pour 5 ans. » Pour lui, son moteur, c'est vraiment de voir la réussite des autres, de ses amis patrons. Il y a une espèce d'admiration vraiment presque enfantine pour les grands patrons qui ont réussi. C'est vraiment l'école américaine, quelque part. Peut-être qu'il s'est dit, je peux me dévoiler tel que je suis, les gens vont m'aimer comme je suis. Et il expliquait très régulièrement, je ne veux pas être un président hypocrite. Je ne veux pas me cacher sur ma vie personnelle. Ça peut choquer, peut-être, en tout cas dans une société comme la nôtre qui considère que gagner de l'argent, c'est pas toujours la réussite. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes ou de femmes politiques qui assument ce discours, en tout cas en France. Et peu de temps après, l'incorrigible Nicolas Sarkozy s'embarquera avec Cécilia et Louis sur un yacht, le Paloma, propriété de l'homme d'affaires Vincent Bolloré. Mer d'Azur et crique paradisiaque. Sur Internet, le bateau se loue 193 000 € la semaine. Au retour de son footing quotidien, Nicolas Sarkozy prend le temps de s'expliquer. Je connais Vincent Bolloré depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il m'invite et 20 ans que je refuse. Mais je pense qu'avec tout ce qu'a subi ma famille, je me devais d'être avec eux le plus tranquille possible. Je vois pas où est la polémique. Je suis à Malte, dans un pays européen. Et je vais vous dire une chose, j'ai pas l'intention de me cacher. J'ai pas l'intention de mentir. J'ai pas l'intention de m'excuser. On est dans une phase où on demande des efforts aux Français. Les Français attendent de leurs élus qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes. Il l'a compris sur la deuxième partie de son quinquennat, mais c'était sans doute trop tard parce que les marqueurs qui s'étaient mis au début avaient été trop lourds. Et en effet, autre marqueur lourd, l'utilisation de l'avion privé du même ami fortuné pour les fêtes de Noël, ce que Nicolas Sarkozy justifiera en opposant la transparence de sa conduite à l'opacité de celle de François Mitterrand. Qu'est-ce qu'on préfère? Que je me déplace aux frais du contribuable français et que je fasse venir une seconde famille dans un autre avion du contribuable français? Ça vous choquait pas? Et il s'est très vite rendu compte, en fait, qu'il avait totalement sous-estimé que notamment le rapport des Français à l'argent était beaucoup plus complexe que ce qu'il pensait lui, et que les Français ne voulaient surtout pas qu'on désacralise la fonction à coup de people en étalant sa vie personnelle. En fait, il avait sous-estimé la dimension monarchique du job. Monarque souverain, il accepte pourtant de l'être immédiatement en composant à rebrousse-poil de sa propre majorité le plus étonnant des castings gouvernementaux, avec notamment la nomination à un poste clé d'une femme issue de la diversité, comme on dit alors, audace que la gauche n'avait jamais eue.
il a eu ce courage et cette responsabilité de me nommer garde des Sceaux. D'abord de me nommer porte-parole de sa campagne présidentielle. À l'époque, d'ailleurs, même Claude Guéant n'y était pas favorable, en considérant qu'on allait faire fuir les électeurs. Et s'était trompé sur ce qu'était la France. Et ça, aussi bien lui que Cécilia, à l'époque, l'ont bien ressenti. Ils savaient à quoi je pouvais répondre et ce que je pouvais incarner vis-à-vis de la France. Et je peux vous dire que Najat Vallaud-Belkacem ou Mariam El Khomri ne seraient pas dans ce gouvernement si Nicolas Sarkozy n'avait pas créé le précédent. Mais seul maître à bord, comme la Ve République le permet au président, Nicolas Sarkozy ne se contente pas de cette nomination courageuse et prenant un malin plaisir à marier la carpe et le lapin, il brouille les cartes en débauchant des hommes de gauche comme Bernard Kouchner ou Jean-Pierre Jouyet, associe l'ultra-conservatrice Christine Boutin à Fadela Amara, l'ancienne présidente de Ni pute ni soumise, et envoie Éric Besson, qui avait trahi Ségolène Royal en pleine campagne électorale, au ministère de l'Identité nationale. Il hérite d'un traître et du coup, c'est vrai que il le pousse dans sa trahison, alors là, dans un angle incroyable, parce que lui faire endosser le ministère de l'Identité nationale, c'est vraiment montrer à la gauche que même les siens peuvent faire le pire. Ruse de guerre, qui consiste à semer la panique et la pagaille dans les rangs adverses en prélevant des personnages qui acceptent de jouer le rôle. C'était très réussi, parce qu'après tout le monde se regardait en biais, en disant mais c'est qui le prochain? Qui là-dedans est en train de se préparer à passer avec armes et bagages de l'autre côté? La gauche est perturbée d'avoir engendré de tels transfuges, mais la droite ne l'est pas moins de voir tout ce petit monde aller à la soupe au nom du respect légitime des différences. Nicolas Sarkozy a fort peu apprécié les critiques des élus UMP à Strasbourg sur sa méthode et surtout sur sa politique d'ouverture. Alors il persiste et signe et vante à sa manière les mérites des ministres venus de la gauche ou du centre. Justement, si on les a choisis, parce qu'ils sont différents. Parce que si c'est pour faire comme partout, vous avez des petits pois là, même couleur, même calibre, même absence de saveur. Avec ça, vous rassemblez pas un pays comme la France. Pour lui, c'est pas des prises de guerre. Parce qu'il estime que, étant élu président de la République, il doit être président de tous. Sauf que politiquement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous êtes élu par un électorat qui veut que vous mettiez en place une politique, et quand après, il regarde arriver Martin Hirsch, Fadela Amara, Bernard Kouchner, et on a échappé à Jack Lang, imaginez-vous. Mais nos électeurs et nos militants, ça les rend hors d'eux. Parce qu'ils disent, mais nous, on veut pas de socialistes au pouvoir. Ce qui rendait également hors d'eux les électeurs de Nicolas Sarkozy, en tout cas les plus bourgeois, c'était que celui-ci continue de se concentrer à ce point sur sa propre image, comme il l'avait fait tout au long de la campagne présidentielle pour arriver jusqu'à l'Élysée. Pour véhiculer ces messages, toutes les images sont bonnes à prendre, même les plus simples. C'est beau la France, hein? Nicolas Sarkozy fait du vélo, Nicolas Sarkozy fait du jogging, le jour, la nuit, sous la pluie, à New York. Et à l'Élysée même, Nicolas Sarkozy ne voit pas pourquoi il devrait cesser d'amuser la galerie, ce qui assurément réjouissait beaucoup la presse. Peut-être qu'avec le Premier ministre, on va enlever nos cravates. Ce soir, simplement. N'exagérons pas dans la rupture, hein, faut pas en faire trop. Et puis, je voudrais dire à Cécilia et à Judith, mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Élysée. Et quelques mois plus tard, de récidiver avec Carla cette fois. C'est un touriste qui a filmé la scène avec son caméscope. Nicolas Sarkozy, samedi à Euro Disney, avec l'ex-top modèle Carla Bruni. Une sortie aux allures de romance, des paparazzis étaient sur place. Leurs photos seront publiées cette semaine dans plusieurs magazines. Je ne sais pas si vous voulez qu'on organise les questions. Non, on n'organise rien du tout. Et je vais essayer de m'adapter. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand? Écoutez, comment vous répondre? Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. C'est du sérieux. Mais c'est pas le JDD qui fixera la date. C'est l'idée que je suis plus fort que la fonction. Et je vais la changer. Et je suis Nicolas Sarkozy, j'ai changé énormément de choses
dans la façon de faire de la politique, dans la façon de communiquer autour de l'action politique. Et donc, aux responsabilités, je serai Sarkozy président, je ne serai pas président Sarkozy. Et c'est ainsi que Sarkozy président, en visite officielle, tombe sur un mauvais coucheur et l'insulte allègrement, comme si un président de la République pouvait se permettre une telle intempérance. Ah non, tu me salis. Casse-toi là. La réalité, c'est que quand on marche sur le pied, il réagit. C'est pas quelqu'un qui va dire « c'est pas grave, vous pouvez marcher sur le deuxième pied ». Il n'est pas comme ça. C'est une réaction humaine. Et il se fait insulter, il répond. Sauf que, bien évidemment, quand vous êtes chef de l'État, c'est pas perçu de la même façon que lorsque vous êtes un kidam sans caméra. C'est vrai que toutes les gaffes qu'il a pu faire, hein, toutes les maladresses insensées, cette grossièreté dans l'élocution, cette façon de se présenter, a quand même étonné tout le monde. Là, j'ai vu que cet homme qui s'était préparé très très minutieusement à la campagne ne s'était pas préparé, au fond, au pouvoir et à ce que c'était qu'être président. Mal préparé à l'exercice du pouvoir, mais ne voulant surtout pas ressembler à Jacques Chirac, son prédécesseur qu'il assimilait à un roi fainéant, Nicolas Sarkozy n'en gouverne pas moins avec détermination et fermeté. Nicolas Sarkozy avait une conception de la fonction présidentielle qui était une conception où le président de la République était au centre du jeu. Nicolas Sarkozy voulait que le pouvoir soit concentré à l'Élysée. Et donc, il a très vite pensé que François Fillon était un obstacle inutile. Il a d'ailleurs imaginé conduire une réforme de la Constitution qui aboutirait à la suppression de Matignon et du Premier ministre. Pendant des mois, il va refuser un tête-à-tête à François Fillon. Pendant 4 à 5 mois de l'élection au mois d'octobre, où il n'arrive pas à voir son Premier ministre en tête-à-tête. Il lui annule tous les rendez-vous. Tenant à distance François Fillon, il le traite de fait comme un vague collaborateur, sinon comme un valet. Et le Premier ministre, obéissant et stoïque, ne peut que faire bon visage, même lorsqu'il apprend par la presse ce que le président a décidé sans lui en souffler bon. Quand il est devenu président de la République, il y a quelque chose qui peu à peu s'est imposé presque à lui. C'est la force de son ego et vraiment peu à peu la certitude que seul lui, non seulement pensait juste, mais faisait tout. Le nouveau président est sur tous les fronts. Portable vissé à l'oreille, des solutions toutes faites pour chaque problème. On se croirait presque dans la série 24 heures, un super agent avec un super agenda. En une journée, il passe de la réforme des universités au problème du Darfour. Il est le président tout info qui parle à la place de tout le monde. Parlant à la place de tout le monde, Nicolas Sarkozy transforme souvent l'exercice du pouvoir en exercice de style. La médiatisation d'une décision l'intéressant manifestement plus que sa mise en œuvre. Quand Nicolas Sarkozy annonce une loi, on a l'impression que le moment fort de la vie de cette loi, c'est le moment de l'annonce, et non pas le moment de son application. D'ailleurs, il a annoncé, je crois, 7 lois sur la sécurité, et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle loi, les décrets d'application de la précédente étaient majoritairement pas pris. La transgression majeure, c'est d'annoncer qu'on va supprimer un fonctionnaire sur 2, et ça, on l'annonce partout. Mais quand, un jour, on s'intéresse à savoir qu'est-ce que ça va rapporter, c'est peanuts, mais il s'en fout. L'important, c'est l'effet d'annonce. L'important, c'est le chiffon rouge sur les retraites pour faire sortir la CGT dans la rue, mais suffisamment pour que le Figaro soit content, mais pas trop pour que ce soit dangereux. Pour autant, on aurait tort de croire que multipliant les prises de parole, Nicolas Sarkozy ne fait que déplacer du vent. Car progressivement, ses discours, ses interviews, ses interventions de toutes sortes modifient la façon même de parler politique en France. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui est absolument neuf. Personne ne parlait comme ça, comme président de la République. Personne n'employait des mots aussi droitiers. Par exemple, répéter à tout bout de champ des charges sociales pour parler des cotisations sociales, il a réussi magnifiquement. Parce que maintenant, plus personne n'a l'air de réaliser
que la part du salaire qui va en cotisation sociale, c'est une part du salaire. Comment voulez-vous penser le problème d'une cotisation sociale si vous appelez ça une charge? Quand vous entendez parler de charge, vous avez envie de décharger celui qui la porte. C'est très habile. Donc oui, cet homme a rompu des digues et changé un paysage. Parce qu'il a donné la force de la banalité et de l'évidence à tout un vocabulaire qui n'était ni banal ni évident pendant des décennies auparavant. Ça, on ne peut pas le lui retirer. Convaincu d'être le premier de la classe, s'infiltre alors dans la tête de Nicolas Sarkozy une idée surprenante, mais qui illustre sa conception du pouvoir. Mettre en concurrence ses ministres et les noter comme un prof ses élèves. Après maître des lieux, pourquoi pas maître d'école? C'est le vœu de Nicolas Sarkozy qui va noter ses ministres et évaluer leurs résultats. Un cadeau de rentrée pour son équipe. Et ce matin, à la sortie du Conseil, les ministres ne commandent guère ou font bonne figure. C'est très bien. Moi, j'ai la culture du résultat, je l'assume, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est quelqu'un qui, au fond de lui, croit dans la vie privée, personnelle, comme dans la vie publique, qui croit à la compétition. Je crois que c'est un des éléments pour comprendre Sarkozy, c'est vraiment de l'indexer là-dessus, sur cette notion de compétition. C'est quelqu'un qui comprend pas la notion d'égalité. Ça fait pas partie de sa vision du monde, l'égalité en tant que telle. Alors qu'en revanche, la compétition, donc l'effort, donc le mérite, etc., ça, je pense que ça explique ce pragmatisme qui définit son action politique. Ouais. Les ministres étaient terrorisés. Les ministres n'existaient pas. C'était Bonaparte après le 18 Brumaire. L'hyper-présidence. Cette idée que Nicolas Sarkozy allait montrer l'absolutisme final de la Ve République. Un présidentialisme déséquilibré, sans contre-pouvoir, sans dialogue avec une vie parlementaire véritable, des majorités automatiques. Au fond, la nécrose de notre césarisme et de notre bonapartisme français. L'hyper-présidence. De cet hyper-présidentialisme, ceux qui ont travaillé avec Nicolas Sarkozy font cependant un bilan autrement plus positif, citant notamment deux événements majeurs de 2008, le conflit géorgien et la crise financière. Deux événements qui appartiendraient désormais à la légende de l'ancien président de la République. Lehman Brothers fait faillite, les bourses dévissent, le système bancaire mondial est menacé. De ce côté de l'Atlantique, Nicolas Sarkozy convoque d'urgence un sommet de l'Eurogroupe pour organiser la riposte. À l'étranger aussi, les crises succèdent aux convulsions. Au cœur de l'été 2008, la Géorgie est envahie par les troupes russes. De Medvedev, Nicolas Sarkozy, président de l'Union européenne, obtient sans mandat des 27 un plan de paix et ses premiers galons diplomatiques. Dans les moments, je dirais, essentiels, lorsqu'il a présidé le G20, qui avait autour de la table Obama, Lula, Merkel, c'est lui qui a imposé les choses. Lorsqu'il est allé voir Poutine sur la crise géorgienne, c'est lui qui a imposé les choses. Donc il y avait une force. Lorsque le système bancaire était en train de s'effondrer en 2009, c'est lui qui a convaincu Merkel de prendre les décisions. Là où il m'impressionnait vraiment, c'était sur la politique internationale. Sa vision de la politique étrangère, la présidence française de l'Union européenne qui a vraiment marqué nos partenaires européens. Et franchement, au cours de la crise, il a été un élément moteur pour sortir de cette crise. C'est vrai qu'en plein été, au mois d'août, il n'est pas un notable sur la plage, il prend son avion, il va voir les Géorgiens, il va voir Poutine. Il y a quelque chose de la force d'entraînement, de la force de conviction quasi magnétique. Effectivement, Géorgie, G20, et sur un certain nombre de dossiers, cette capacité de bulldozer à réunir les gens, à avancer, est assez étonnante. Sarkozy bulldozer, l'image est parlante. Car même si on peut porter sur son action en dehors de nos frontières un regard bien plus critique, ne serait-ce qu'en considérant que la terre entière a été mise à contribution pour renflouer les banques et amortir le choc financier de 2008, cette image de bulldozer permet de comprendre la façon de faire de l'ancien président. À Dakar, par exemple, où il évoque l'homme africain qui ne serait pas encore rentré dans l'histoire, et où, s'identifiant à on ne sait quel messie échevelé, il indique à tout un continent le chemin à suivre. Ou encore en Libye, lorsqu'il décide d'intervenir militairement sous l'égide de l'ONU, contribuant à la chute de Kadhafi qu'il avait laissé parader à Paris 4 ans plus tôt. Mais bulldozer, c'est aussi comme ça que beaucoup perçurent Nicolas Sarkozy, en France même, au quotidien,
assénant ses vérités, fuyant le dialogue, divisant la société et provoquant du coup colère et manifestation. Un discours va tout particulièrement marquer les esprits et devenir emblématique de son quinquennat. C'est le discours de Grenoble que Nicolas Sarkozy prononce en 2010 et où il décide de cibler les Roms. À gauche et même à droite, le tollé fut général contre ce président qui désignait à la vindicte populaire certains êtres humains, en leur refusant toute singularité, en les regroupant dans une catégorie qui les niait individuellement comme sujet de droit. Emmanuel Valls, par exemple, de dénoncer cette politique du bouc émissaire qui visait en creux tous les immigrés. On utilise l'immigré, l'immigration ou le Rom à des fins politiques, comme si c'était eux qui étaient les responsables de la situation économique du pays. Le gros problème de Nicolas Sarkozy, c'est que l'antagonisme, il le maîtrise parfaitement pour atteindre le pouvoir, mais il continue à utiliser cette méthode une fois qu'il est au pouvoir. Il est dans la confrontation, parce que ça, c'est sa façon d'être en même temps, et il a fini par le théoriser, à savoir que c'est le conflit qui provoque l'avancée. Donc il y va. Il y va comme ça, il prend le pont d'Arcole tous les jours, et matin, midi et soir, et même à l'heure du thé. Et ça correspond à l'idée qu'il se fait du mécanisme de la conviction. Je ne crois pas qu'il pense qu'on peut convaincre les gens. Je pense qu'il se dit on les secoue, on doit les rudoyer pour les faire se mettre dans l'ordre, hein, dans l'ordre mental. C'est l'idée que je m'en fais parce que c'est trop constant chez lui pour que ce soit un jeu. Si c'était un jeu, on s'en apercevrait au bout d'un moment, il se mettrait tout d'un coup à parler autrement. Mais non, ça a été toujours sa façon de réagir. Résultat, une impopularité galopante, un rejet parfois viscéral, non seulement de sa politique, mais de sa personne elle-même. Rejet qu'il cherchera à s'expliquer à coups de sondage jusqu'à la fin de son quinquennat. Oui, il était accro au sondage. Dès qu'il y avait une enquête qui tombait, il regardait, et il regarde encore toujours. D'ailleurs, je pense aujourd'hui, avec beaucoup de précision, ce que le pays pensait de lui, ce que les sondeurs disaient de lui. Il y a toujours eu chez lui une espèce de boulimie d'enquête d'opinion. Sondage sur son mariage avec Carla Bruni, sondage sur une prestation télé de Dominique Strauss-Kahn, sondage sur les vacances en Tunisie de Michel Alliot-Marie, plus de 330 sondages commandés en 5 ans par l'Élysée pour un montant avoisinant les 10 millions d'euros, ce qui provoquera une enquête judiciaire pour détournement de fonds publics. Et ce ne sera que l'une des nombreuses affaires qui entoureront Nicolas Sarkozy d'un halo de soupçons et d'investigations. Jamais un président n'a été autant concerné par des affaires de corruption que Nicolas Sarkozy. Alors certes, lui, judiciairement, n'est pas touché, mais son entourage est touché. L'affaire Karachi, l'affaire Takedine, l'affaire Bettencourt, l'affaire libyenne. On pourrait en montrer bien d'autres. Bien d'autres, en effet, à commencer par l'invraisemblable affaire Azibert, où pour sécuriser leur conversation, l'avocat de Nicolas Sarkozy admit lui avoir ouvert une ligne au nom fictif de Paul Bismuth. Qu'est-ce que c'est, s'agissant d'un ancien président de la République ? Un téléphone avec une puce provisoire, avec des lignes où on s'appelle et on doit se rappeler. Sinon, des anecdotes de films noirs, où on essaye en l'occurrence d'avoir des contacts au cœur de l'appareil judiciaire pour maîtriser les décisions de justice. Dans cette affaire et dans toutes les autres, Nicolas Sarkozy vit la preuve que, comme dans l'affaire Clearstream, véritable machination montée contre lui en 2004, il était entouré d'ennemis impitoyables, adversaires politiques, juges ou journalistes. Mais plus que ses ennemis, c'étaient souvent ses amis tels Bernard Tapie ou Patrick Balkany qui se retrouvaient à l'origine de ses déboires ou de sa mauvaise réputation. Il a beaucoup trop d'amis fortunés ou puissants dans son entourage dont il ne s'est pas forcément suffisamment méfié ou avec lesquels il n'a pas pris suffisamment de gants ou de distance. Ce sont des gens qui manipulent énormément d'argent depuis toujours. Et donc forcément, à un moment, vous courez le risque d'être embarqué dans une affaire, même si vous-même, à l'arrivée, vous héritez d'un non-lieu. Le fait est que des risques, Nicolas Sarkozy ne cessa pas d'en prendre pendant 5 ans.
semant derrière lui des affaires comme le petit pousset des cailloux, convaincu sans doute que sa réélection au présidentiel de 2012 remettrait les compteurs à zéro. Il repartit donc à la bataille, mais plus par automatisme que par conviction, et sa campagne, qu'il voulut pourtant aussi musclée que celle de 2007, ne réussit pas à convaincre. Peuple de France, n'ayez pas peur, ils ne gagneront pas si vous décidez que vous voulez gagner. Certes, comme un joueur faisant confiance à sa martingale, il flatta de nouveau l'extrême droite, mais en dépit d'une quarantaine de meetings, dont certains pharaoniques, ce qu'il trouva sur la ligne d'arrivée, le soir du second tour, ce fut un échec cuisant. Et un peu plus tard, une nouvelle affaire, l'affaire Big Malion, dans laquelle il sera mis en examen, le coût de sa campagne ayant dépassé de 18 millions le plafond autorisé. 7 ans de vie politique. Donc c'est à lui qu'il faut penser, il faut être très gentil avec lui. Ah non, moi, j'ai pas envie qu'il arrête. Ah bah, après le président, on ne peut plus rien faire. Fermer la porte après 37 ans de vie politique. Mais comment Nicolas Sarkozy allait-il y arriver, lui qui avait passé sa vie à les enfoncer, les portes? Eh bien, il n'y arriva pas. Et ce qui devait être un grand adieu se transforma très vite en un petit au revoir. Pendant 2 ans, Nicolas Sarkozy se fit discret et laissa planer le doute, semblant même apprécier sa nouvelle vie. À défaut de se lancer dans les affaires, comme il en avait plusieurs fois exprimé le désir, il profita de son expérience présidentielle pour entreprendre à travers le monde une série de conférences rémunérées et gagner beaucoup d'argent à l'instar de Bill Clinton ou de Tony Blair quand ils arrêtèrent tous deux la politique. Sauf que lui, pendant ce temps, prépara soigneusement son retour sur la scène publique. Il reprit la tête de l'UMP, inventa les Républicains, prononça quelques discours sulfureux, donna plusieurs interviews remarquées, écrivait un best-seller, fit son autocritique et expliqua que cette fois, il avait changé pour de bon. Et en 2016, quand s'ouvrit la perspective des primaires de droite, chacun comprit que Nicolas Sarkozy ferait bientôt une nouvelle fois don de sa personne à la France. Eh bien, au moment de terminer ce film, et sans savoir bien sûr si la justice mettrait un terme prématuré à cette histoire, je trouve tout cela très cohérent. Pourquoi en effet, Nicolas Sarkozy n'aurait-il pas eu envie de remonter sur le ring? Scrutin après scrutin, municipal, européenne, départemental, régional, les Français votent de plus en plus à droite. Et à peine arrivés au pouvoir, les socialistes eux-mêmes reproduisirent sa façon de faire, communiquant tous azimuts, surréagissant à chaque événement, transformant un problème local en affaire nationale, et souvent de la pire façon possible, comme par exemple dans l'affaire Leonarda, où s'engouffrant dans la brèche ouverte par Nicolas Sarkozy dans son discours de Grenoble, les nouveaux dirigeants excommunièrent à leur tour les 17 000 boucs émissaires que l'ancien président avait ciblés. Nous ne sommes pas là pour accueillir ces populations. Je crois qu'il faut dire les choses. Vous dites très clairement les clairement choses ce et matin. très tranquillement. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser, mais il s'agit de regarder la réalité en face. Ces familles ont vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie. Si la gauche au pouvoir se montrait aussi intraitable que lui-même l'avait été, si François Hollande, un peu plus tard, hésitait à accueillir 30 000 migrants quand Angela Merkel en accueillait plus d'1 million, n'était-ce pas la preuve que la France avait changé grâce à lui? Et que dire de ce qui se passa après les monstrueux attentats de novembre 2015, quand la déchéance de nationalité, vieille revendication de l'extrême droite, fut reprise à son tour par les socialistes? Parce que c'était lui, Nicolas Sarkozy, qui le premier l'avait évoqué au sommet de l'État. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français. On avait dénoncé chez Nicolas Sarkozy la dévalorisation de l'action publique. Mais alors que dire de son successeur qui affirma à la jeunesse qu'elle était sa priorité et qui ne lui proposa pratiquement rien sinon la loi travail contre laquelle elle se révolta? Oui, vraiment, pourquoi Nicolas Sarkozy n'aurait-il pas souhaité revenir à l'Élysée quand sa façon de gouverner, ses idées, voire ses propositions les plus décriées semblent désormais si banales? Alors c'est vrai, Nicolas Sarkozy est aujourd'hui affaibli et demain peut-être hors jeu. Mais 4 ans après sa présidence, la droite est hégémonique dans les esprits, la gauche au pouvoir s'en accommode, et avant même de savoir s'il reviendra un jour à l'Élysée,
L'homme qui courait plus vite que son ombre a paradoxalement gagné. L'avenir dira pour combien de temps.